Bonjour à tous. Bienvenue à cette table ronde du Clusif. L'objet de notre table ronde va être la cartographie des risques dans Office 365. Avant de commencer, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le Clusif est la première association professionnelle en cybersécurité en France. Le Clusif existe depuis plus de 30 ans et regroupe près de 800 membres. Une des particularités du Clusif, c'est d'accueillir en parfaite équité dans 2 collèges des utilisateurs et des offreurs de solutions. L'objectif du Clusif, c'est d'encourager les bonnes pratiques, c'est de mettre tout le monde, tous les acteurs de la cybersécurité autour de la même table et de dégager des bonnes pratiques. Ensuite, au sein du Clusif, comme vous l'avez peut-être entendu ce matin lorsque je remettais le prix des RSSI, nous avons aussi un espace dédié au RSSI qui est un espace de confiance où il n'y a que des RSSI. Ça, c'est un cas particulier. De manière générale, au sein du Clusif, dans les conférences, dans les groupes de travail, tels que celui qui va intervenir aujourd'hui, nous sommes tous autour de la table pour trouver les bonnes pratiques. Nous relayons aussi les bonnes pratiques en région avec les Clusirs, les associations qui sont en région et qui ont le même mode de fonctionnement que le Clusif, et aussi à l'international. À titre d'exemple, au Luxembourg avec le Clusil, en Italie avec le Clusit ou en Suisse avec le Clusis. Vous verrez d'ailleurs en fin de présentation nos prochains rendez-vous, nos prochaines conférences. Ce que nous vous présentons aujourd'hui, c'est le fruit d'un groupe de travail. C'est le mode de fonctionnement habituel du Clusif. Nous partons d'une thématique qui intéresse nos membres et nous constituons un groupe avec des membres, à la fois offreurs, à la fois utilisateurs, autour d'une thématique. Et ici, donc la thématique Office 365. Parmi les membres, nous avons Microsoft. Microsoft était partie prenante du groupe de travail et ce groupe de travail est toujours actif. Nous avons aussi des partenaires de Microsoft qui ont développé une compétence dans Office 365 et une multitude d'utilisateurs, soit des sociétés qui évaluent la mise en place d'Office 365 ou des sociétés qui utilisent Office 365 déjà depuis quelques années. Donc en fait, ici, il s'agit de s'intéresser à Office 365 avant, durant ou après le déploiement. L'objectif de ce groupe de travail a été tout d'abord de comprendre les risques. C'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. C'est le fruit déjà d'un an de travail avec des réunions mensuelles. Ensuite, nous allons nous intéresser à l'étape suivante, les risques étant identifiés. Quelles sont les mesures de sécurité pour couvrir le risque et encourager des bonnes pratiques. Il s'agit ici de bien être dans l'approche habituelle du Clusif, c'est-à-dire en toute indépendance. Lorsqu'on va parler de mesures de sécurité, on ne parlera pas que de solutions Microsoft, mais des solutions qui sont peut-être proposées par des sociétés qui offrent des solutions qui sont membres du Clusif ou d'autres. Et puis ces solutions ne sont pas forcément des solutions technologiques, ça pourra être aussi des solutions organisationnelles. Et donc là, ça serait une question de bon sens ou de procédures déjà mises en œuvre dans nos organisations. Donc, je suis le vice-président du Clusif. Avec moi, nous avons Jean-Marc Boursat de Total, qui est l'animateur du groupe de travail. Bonjour. Nous avons aussi avec nous Eric Thierry, qui est RSSI d'Infopro Digital. Bonjour. Et nous attendons un autre intervenant. Normalement, nous devions avoir le Grand Prix des RSSI, le coup de cœur du Grand Prix, Gérard Lémarie. Nous espérons avoir bientôt sa présence pour la table ronde. Sinon, nous prendrons le relais. Nous étions tous dans le groupe de travail. Donc, cette cartographie que nous vous dévoilons à l'occasion des assises, la voici. Vous pourrez la retrouver au format papier, c'est-à-dire dans ce format-là, sur le stand du Clusif, qui se trouve à l'entrée de l'espace des ateliers. Donc vous retrouverez exactement ce que vous avez ici sur la présentation. Dans cette cartographie, vous verrez que les risques, nous les avons répartis par domaine. Domaine collaboration, domaine communication, domaine bureautique, domaine gestion du tenant, domaine développement, et puis des domaines qui sont autour de la technologie Microsoft, qui sont les réglementations, les appareils utilisés pour accéder à Office 365, ou tout ce qui concerne en général les solutions SaaS.
Donc ce que nous allons faire avec nos 4 intervenants. Bienvenue Gérard. Merci. Nous voilà un peu rassurés. Moi aussi. Nous allons commencer par une première catégorie en regardant quels sont les risques inhérents à l'utilisation d'une solution SaaS, risques qui ne sont pas spécifiques à Office 365. Bon, je vais en parler. Donc, en fait, c'est ce que vous voyez là, c'est l'identification de 7 ou 8 risques qui sont relativement génériques. On ne va pas forcément s'étendre sur chacun d'eux là aujourd'hui, puisque c'est quelque chose qui sont, enfin, pour le coup, ce sont des risques qui sont relativement parlants. Sachez simplement que ce poster va être accompagné d'un document livrable qui va expliquer vraiment plus en détail ce que peut être Office 365, le détail de toutes les fonctionnalités que ça offre, puisque c'est quand même une plateforme très très riche, et en plus qui évolue tout le temps, puisque tous les mois vous avez des nouveautés, et c'est un des enjeux. Donc je vous propose de passer à la catégorie suivante, parce que vu le temps imparti, on ne va pas avoir le temps de prendre tous les risques. Le point suivant, les législations, les lois. C'est un petit peu le même principe. Là, c'est d'autres types de risques plus liés à la réglementation, avec un des risques qui est propre à une solution SaaS qui pourrait, si ce n'est pas bien géré chez vous, entraîner des risques financiers, puisque ça a forcément un coût à l'usage. Donc c'est une maîtrise de ça. Et puis, bien entendu, surtout pour les groupes internationaux, il y a des risques liés à des non-conformités réglementaires qui ne sont pas forcément simples à appréhender. Et puis, le dernier risque qui est heureusement répondu par des solutions proposées par Microsoft, qui est de bien répondre à toutes les problématiques de réquisition judiciaire. Voilà. Donc maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet avec la gestion du tenant, ce que je vais vous présenter. Le premier risque que nous avons identifié dans le groupe de travail, c'est la mauvaise gestion des arrivées et des départs. Ici, nous avons un enjeu puisqu'Office 365 est directement accessible depuis l'Internet. Le fait que ce soit sur Internet, c'est quelque chose qui a déjà été clairement identifié comme une opportunité par les cybercriminels, puisqu'aujourd'hui, nous voyons des attaques ciblées où, par une campagne phishing, on demande à un utilisateur d'aller se connecter sur son espace OneDrive, sur un SharePoint. On l'encourage à utiliser ces credentials qui peuvent être aisément réutilisés par les criminels. C'est aussi une attention sur tout ce qui est gestion des utilisateurs, puisque dès que les utilisateurs quittent l'organisation ou changent de fonction, il s'agit d'adapter ces autorisations, les supprimer pour éviter l'accès non autorisé à l'environnement Office 365. Le point suivant, le risque suivant, la mauvaise gouvernance des services. En fait, quand on parle d'Office 365, l'organisation a peut-être vu ça comme une opportunité pour changer de système de messagerie. En fait, quand vous allez dans Office 365, vous entrez dans un écosystème. Vous avez une multitude d'applications. Comme disait Jean-Marc, l'environnement Office 365, c'est quelque chose qui bouge en permanence. Il n'est pas évident pour les responsables sécurité d'être toujours à la page sur les nouvelles applications, sur les nouveaux modes de configuration d'Office 365. Est-ce que votre organisation autorise l'utilisation de tous les services? Est-ce que vous voulez par exemple que vos collaborateurs utilisent Yammer? Peut-être pas. Donc c'est quelque chose qu'il s'agit de gérer en permanence pour éviter une utilisation trop importante des services. Je vais peut-être passer maintenant à un autre risque. Volontairement, je vais aller au risque RA06. C'est tout ce qui concerne l'administration du tenant.
une approche dans la migration vers Office 365, c'est de se dire que, en partant dans le cloud, j'arrête l'exécution, l'exploitation de mes serveurs Exchange on-premise. Je n'ai plus besoin d'administrateurs. Donc peut-être dans le projet, l'objectif, c'est de réduire l'organisation. Et en fait, ça, c'est une erreur, puisque quand vous partez dans Office 365, vous avez besoin d'administrateurs Office 365. Et d'ailleurs, nous verrons dans notre présentation que cet environnement est particulièrement complexe et donc demande d'avoir des administrateurs qualifiés, régulièrement formés. Si on passe maintenant à la partie RA03, qui est la perte de traçabilité des actions des administrateurs. Par défaut, vous avez des administrateurs en interne ou en externe qui gèrent votre tenant. Par défaut, vous n'avez pas de log, vous avez difficilement des traces d'utilisation, d'administration de votre environnement. Et puis, vous avez aussi des administrateurs Microsoft qui peuvent aller faire des modifications sur votre tenant, ce qu'on va voir peut-être à l'occasion de changements de version. RA04, non-ségrégation de l'administration. Quand on parle d'administration, on peut se dire je vais avoir des administrateurs dans mon organisation. Ce qu'on va leur donner comme droit, c'est Global Enterprise Admin. En prenant ce rôle, en fait, j'ai toutes les autorisations d'administration du tenant pour toutes les applications. Ça va jusqu'à avoir les autorisations pour l'utilisation des outils de gestion de la conformité, le e-discovery. Est-ce qu'il est nécessaire que tous les administrateurs, notamment l'administrateur Exchange, aient la possibilité d'aller chercher des données dans tous les mails, dans tous les espaces OneDrive, dans tous les SharePoint? A priori, c'est pas ça. Donc en fait, il s'agit d'être plus pertinent et de donner des autorisations en fonction du besoin, du droit d'en connaître. Donc ça, c'est un risque aussi lorsqu'on bascule dans Office 365. Absence de surveillance des comptes à privilèges. Effectivement, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas mis en place au niveau de la gestion du tenant. Ça peut avoir un impact. RA07, administration les risques de compromission, enfin, les risques lorsque vous faites de l'administration à partir d'un appareil compromis. Le tenant, il est accessible de partout. Je peux aller faire de l'administration online, je peux faire de l'administration depuis un poste de travail personnel qui est éventuellement compromis. Et donc, à partir de là, il y a un risque peut-être de prise de main à distance, un risque de keylogger, un risque de malware qui aurait un impact sur la gestion du tenant. Erreur, méconnaissance de l'administrateur, c'est un peu en lien avec la non-adéquation de l'équipe d'administration, comme nous vous disions. L'environnement Office 365 bouge en permanence. Vous avez une application, vous avez plusieurs applications. On passe dans une nouvelle version. D'ailleurs, pour ces montées de version, on a peu la main sur la gestion du changement. Microsoft vous impose la montée de version. Et avec la montée de version, vous avez peut-être l'apparition de nouveaux paramètres de sécurité ou le changement des valeurs par défaut, non de manière assez transparente. Vous allez avoir une configuration du tenant qui va peut-être être non sécurisée par rapport à ce que vous aviez dans la version précédente. Fédération d'identité, tout l'enjeu de comment je gère le contrôle d'accès au tenant. En général, on met en place une fédération d'identité. Vous allez exporter des données de votre Active Directory interne pour l'Active Directory d'Azure. Si ça, c'est mal géré, vous allez éventuellement donner beaucoup trop d'informations à Microsoft. Donc là, il s'agit d'avoir une gestion fine des données partagées, des données confidentielles partagées avec Microsoft. Gestion des clés du tenant, c'est tout ce qui concerne le chiffrement de données. Ces clés vous permettent de protéger les données confidentielles. Par défaut, ces clés sont des clés que vous partagez avec Microsoft. Cela peut être un enjeu au niveau de la protection de la donnée. Non-maîtrise des montées de version, je vous en ai déjà parlé. C'est tout ce qui est lié au changement des paramètres de configuration. Et un dernier point, au niveau des autorisations d'accès à votre tenant, il y a ce que l'on fait habituellement, c'est-à-dire
le contrôle d'accès par les comptes Active Directory pour du personnel interne, pour des personnels externes. Il y a aussi la possibilité de créer des comptes invités, comptes B2B guest, approche différente, inhabituelle par rapport à un Active Directory classique. C'est quelque chose qui peut passer au travers du radar. Une multitude d'externes vont avoir accès à votre tenante. Et si on oublie la gestion de ces comptes invités, vous allez avoir trop d'externes ayant accès à vos données. Donc voilà pour la partie gestion du tenante. Nous passons à la partie développement. Donc comme on vous l'expliquait, il y a déjà un premier enjeu pour les RSSI, c'est de comprendre tous les modules qui composent Office 365, parce que derrière ce vocable Office 365, il y a pas mal d'outils. Et il y a notamment une famille d'outils qui sert à ce qu'on peut appeler le Citizen Development, c'est-à-dire tout simplement les applications que réalisent les utilisateurs sans vraiment rentrer dans une problématique développement de projet informatique. Ces applications-là, on parle de Power Apps, on parle de Power BI, on parle de Flow ou de Forms. Je ne sais pas si vous les utilisez, si vous les connaissez, si vous les maîtrisez. C'est extrêmement puissant. Donc, derrière, on va se retrouver avec des applications qui peuvent devenir des applications métiers, des applications importantes pour votre business, et qui vont pas forcément suivre vos précaux de sécurité, qui vont pas forcément suivre aucune règle, qui vont pas faire l'objet d'analyse de risque, etc., etc. Mais en tout cas, comme tout développement, on va avoir des risques qui vont être liés aux problématiques d'authentification à l'application, parce que, bien évidemment, c'est pas parce que c'est un utilisateur qui développe son application sur son propre PC. En fait, l'idée, c'est que maintenant, l'application, la différence par rapport à lorsqu'il le faisait sur son PC avant avec sa petite application Access, par exemple, l'application Access est tournée sur son PC à lui. Et puis, pour donner accès à l'application, il fallait qu'il donne accès à son PC. Donc, c'était un petit peu compliqué. Là, maintenant, l'application, l'équivalent de l'application Access, il l'a fait dans Office 365 et par nature, elle va être ouverte à tous les utilisateurs Office 365. Et donc, il va y avoir des enjeux liés à l'authentification, puisque qui dit application métier dit on n'a pas forcément envie que tout le monde de l'entreprise ait accès à l'information et accès à la capacité de modifier de la donnée dans cette appli, etc., etc. Au-delà de l'authentification, autre classique risque sur le développement, c'est la gestion des accès, puisque, comme on disait, c'est assez puissant, et donc du coup, on peut avoir envie d'avoir des modules un peu plus back-office et des modules un peu plus front-office, voilà, avec des ségrégations de droits à faire, et bien évidemment, si ce n'est pas bien fait, ça peut apporter un risque. Ensuite, le troisième, là, mauvais paramétrage au haute, ça c'est un vocable qu'on va peut-être changer pour que ça devienne plus clair, mais en tout cas, l'idée c'est de pouvoir faire tourner une application sous une identité définie, qui peut être l'identité d'un utilisateur pour récupérer ses accès, notamment par exemple à des fichiers dans Drive, etc. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est des petites subtilités de paramétrage qu'il faut comprendre et bien maîtriser. Et puis bien évidemment, ces applications qui vont être développées, elles peuvent avoir des données qui, au fur et à mesure du temps, vont devenir sensibles et peuvent fuiter. Donc on rentre toujours dans ce même débat. Et puis derrière, lié à l'interface de l'application. Voilà. Donc ça, c'est des risques classiques de développement qu'on va retrouver dans Office 365 sur des modules. Et c'est vrai qu'au départ du groupe de travail, c'était pas forcément évident d'avoir identifié ces risques-là, parce que c'était pas forcément les premiers modules auxquels on avait pensé. Voilà pour cette partie.
Nous passons à la partie communication. Je pense qu'on a tous eu des gens en interne qui se sont fait avoir par du phishing et qui ont eu la collecte de leur mot de passe. Je pense que personne ne pourra dire le contraire ici. J'ai juste un sondage. Je voulais savoir combien de gens ont pris des mesures suite à ça, quand ils ont détecté qu'une personne s'était fait récupérer son mot de passe, d'aller vérifier tout ce qui va être redirection de messagerie, flux RSS pour faire sortir les messages, et mise en place de règles permettant justement de faire fuiter n'importe quel type d'information au travers de la messagerie de l'utilisateur qui a été pawnée en fait. Il y en a qui vont jusqu'à là ? Qui vont jusqu'à là, c'est pas forcément systématiquement. Ouais, donc en fait ça fait 4 personnes et demie on va dire. Ça fait 4 personnes et demie dans la salle. Donc en fait... Alors exactement. Alors on est là sur cette présentation, on n'est pas rentré dans ce niveau de détail. Par contre, ça fera effectivement partie des recommandations détaillées qu'on va faire derrière, parce que sur tout ce qui est hôte, FIDO, enfin tout ce qu'on peut imaginer, effectivement, ça induit aussi de nouveaux problèmes, au même titre que tout ce qui est passwordless aussi. Ça induit aussi d'autres problèmes sur les golden tickets et autres. Enfin bon, il y a pas mal de choses à réfléchir. Donc globalement, ce qu'on a fait, on a vu, vous voyez que sur la partie communication, c'est celui qui regroupe le plus grand nombre quasiment de nombre de risques si on fait un petit comptage des points et des niveaux de sévérité. Parce que l'exposition à la messagerie et la facilité de faire du phishing auprès de nos utilisateurs fait que grâce à tous ces outils communicants, l'ingénierie sociale, comme on l'a marqué, ciblée Office 365, devient très facile. Si on n'a pas mis de mesures de sauvegarde au sens de protection du compte de l'utilisateur, on pense à des systèmes de MFA et autres, on a plein de solutions possibles. De suivi au niveau de nos SOC et autres, la partie ingénierie sociale est vraiment très facilitée. Je vous parlais tout à l'heure de flux RSS. On l'a vu sur des. Moi, j'ai eu le cas. Aujourd'hui, on a des gens à l'époque qui se sont fait ficher. Typiquement, on a dit OK, pas de problème, la messagerie elle est intacte après l'attaque. Et en fait, on s'est rendu compte au bout de quelques temps qu'il y avait une règle de redirection des messages via flux RSS. Alors, pour aller le trouver, ce truc-là, franchement, on a été content de le trouver déjà. Ça, c'est une bonne chose. Donc, on y a remédié. Mais l'utilisation et l'automatisation, parce qu'en fait, on a fait le test à partir du moment où quelqu'un se fait ficher. Il faut compter environ, à partir du moment où le password est connu par l'attaquant, il y a environ 4 secondes. Il faut environ 4 secondes pour la mise en place de toutes les règles automatiques sur l'ensemble des outils de communication, que ça aille de Yammer à Teams, parce qu'il y a Teams d'un seul coup se met à ouvrir tous les shares. Et avec le point important que contrairement à nos systèmes on-premise, yes, il n'y a plus de barrière. Tous les Office 365 sont configurés pareil, utilisent les mêmes API. Exactement. Et ça, on le voit, si je peux, je vais sauter du coq à l'âne, mais on le voit par exemple sur l'utilisation des protocoles anciens. On l'a remarqué, c'était important. Toutes les configurations aujourd'hui par défaut incluent les accès IMAP, les accès OWA, les accès messagerie web, mais aussi intègrent tout ce qui est IMAP et POP3. Donc il y a plein de gens, on a vu des gens qui ont fait des use cases incroyables sur leur SOC pour vérifier les accès aux boîtes aux lettres. Ils avaient juste oublié les protocoles historiques. Donc les mecs, aujourd'hui, il y a une grosse vague de phishing et de récupération de passwords en brute force, il n'y a pas très longtemps. Ça a été publié aussi par Microsoft, parce que les gens attaquaient les POP3 et les IMAP, quoi. Donc voilà, il ne faut pas oublier en fait tous ces protocoles anciens et tous ces protocoles obsolètes qui, pour des raisons de rétrocompatibilité, sont encore ouvertes. Mais bien des fois, c'est resté tellement paramétré par défaut dans nos tenantes qu'en fait, on se crée des risques mais incroyables. Alors par méconnaissance peut-être, par mauvaise prise en compte du risque, sans doute, par effectivement aussi le fait, on parlait tout à l'heure que Microsoft nous sort tous les 4 matins des nouvelles options qui sont activées par défaut. Il faut faire très attention à ça. Il faut vraiment en être conscient. Et voilà. Donc ça revient un petit peu à cette problématique de mauvaise configuration de la rétention. Et la fuite de données, aussi on en a parlé de fait, de la fuite de données via un service tiers. Parce qu'il ne faut pas penser que c'est parce que je protège ma messagerie que je suis protégé. Le compte, il est vrai pour l'ensemble des outils de la suite Office 365. Donc, si vous n'avez pas mis des limitations de partage de vos comptes OneDrive et autres, il ne faut pas oublier qu'un Teams derrière, ça va ouvrir des SharePoint, ça va ouvrir des Teams, ça va ouvrir des OneDrive, ça va ouvrir plein de choses en fait. Teams, par exemple, aujourd'hui, c'est qu'une couverture de plein de choses. C'est-à-dire que c'est pas encore, ils sont en train d'intégrer quelque chose, mais c'est qu'une couverture. Donc, on ouvre un panel, à partir du moment où on fait un Teams, où on met des droits dans un Teams, on ouvre un panel de champs des possibles et de surface d'attaque, elle devient gigantesque. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Bon, c'est pour ça qu'on a mis ça aussi avec un niveau très très fort. Et pareil, la délégation non maîtrisée par l'utilisateur, on en revient, et ça fait partie des scénarios d'attaque
qui sont utilisés. Il y a là, de manière magique, des fois, il y a des délégations, même sur des comptes à l'extérieur du tenant qui sont mises en place. Voilà, il faut vous poser aussi des questions par rapport à ça. Et les usurpations de domaine de messagerie, vous allez me dire, ouais, c'est bidon, putain, inclusif, ils sont encore à la ramasse sur ce qu'ils disent, etc. Bon. En fait, on s'est aperçu qu'il y a des nouveaux scénarios d'attaque. C'est qu'aujourd'hui, les attaquants démarrent des serveurs relais de messagerie au sein de Azure. Donc souvent, on mettait des protections en disant tous nos messages en entrant passent par des passerelles, alors qu'elles soient Microsoft, qu'elles soient des outils tiers, etc., etc. Mais en fait, en démarrant dans Azure et en utilisant un adressage IPv6, vous allez directement taper dans le tenant. Donc les gens injectent massivement des messages dans le tenant et tous vos systèmes de protection, votre chaîne de protection de messagerie, elle est complètement bypassée. Très peu de gens aujourd'hui, non, je sais, nous on a fait l'exercice, on s'est rapproché aussi de Microsoft là-dessus, on a fait l'exercice pour vraiment faire en sorte que le tenant n'accepte des messages que depuis un relais spécifique, etc. C'est super compliqué à mettre en œuvre. Mais paradoxalement, ils reconnaissent aussi que je peux aller taper directement dans le tenant de messagerie en démarrant une VM Azure, en faisant un petit peu d'adressage IPv6. Enfin donc, vous voyez que cette surface d'attaque, elle a encore été démultipliée et qu'il ne faut pas réfléchir encore. Il faut vraiment ouvrir, je dirais, nos chakras sécurité sur les différentes méthodes d'accès. Et c'est ça qu'on essaiera aussi de faire ressortir dans nos recommandations. Voilà, donc voyez pas, et c'est important, on a essayé de vulgariser, les termes. Ne pensez pas que c'est forcément que du old school ce qu'on va vous raconter. Bien au contraire, et vous verrez que c'est parce que ça paraît tellement bête que en fait les gens les utilisent aujourd'hui parce que ça nous paraît aussi tellement bête dans certains cas, parce que sans doute des fois on est aussi old school, que les gens réutilisent les bons vieux principes de base pour nous attaquer. Voilà. Bon, je peux vous en parler encore des heures, mais j'ai pas le temps. Donc voilà. Nous passons à la collaboration. Oui, alors voilà. Au niveau de la collaboration, on a plutôt travaillé au niveau du partage de fichiers. On s'est dit que par rapport à Teams allait se retrouver un petit peu partout dans la chaîne. Et donc là, on a travaillé sur les risques liés au partage. Je continuerai à dire, effectivement, on a retrouvé des risques qu'on avait déjà sur les SharePoint en on-premise, multipliés, ouverts à l'extérieur, avec, comme on l'a dit déjà 2 fois, des nouvelles fonctionnalités tous les jours, et surtout cette façon, on va dire, de proposer les outils, pas tout à fait dans le scénario privacy by default, si je reprends les termes du GDPR. Et donc, on est souvent ouvert plutôt que fermé d'abord et on ouvre après. Et donc, qu'est-ce qu'on va retrouver ? On donne la main à l'utilisateur à ouvrir tous ses partages. Donc, forcément, il va aller au plus simple et il va ouvrir, on va dire, au maximum. Donc là, on va se retrouver à avoir des partages trop permissifs, trop de gens ayant accès à des fichiers dont ils ne devraient pas avoir accès. Même niveau, administration, là, du coup, on va avoir de la gestion des groupes qui va poser encore plus de problèmes puisque les utilisateurs vont se retrouver dans des groupes auxquels ils ne devraient pas être confrontés et donc accès à des fichiers et des données qu'ils ne sont pas censés pouvoir accéder. On trouve toujours cette histoire de permission de partage. Et si je prends par exemple le RS04, voilà, c'est par exemple proposé par défaut et on ne peut pas le supprimer, c'est de créer un lien de partage simplement sur un fichier OneDrive. Et on ne peut même pas le supprimer. C'est-à-dire qu'on peut décaler l'ordre de priorité, c'est pas ce qui est... mais par défaut, c'est ce qui est proposé nativement à l'utilisateur. Donc, s'il ne fait pas attention, c'est ce qu'il va proposer et donner des accès, je dirais, super ouverts à des fichiers. Le RS05, là, on est plus sur, effectivement, on travaille de chez soi, on a du matériel qui est peut-être moins protégé, on va pouvoir injecter dans la chaîne de l'entreprise des fichiers qui, eux, pourraient être infectés, pourraient être malveillants. Et donc, être un point d'entrée sur des attaques de virus, par exemple. Et le RS06, on est là sur des usages non conformes à la charte. Alors, je pense qu'on a déjà tous trouvé sur des SharePoint internes on-premise des fichiers vidéo en partage ou des fichiers de musique. Là, on va se retrouver avec exactement la même chose sur du OneDrive
et je partage ma discothèque avec l'ensemble de mes collègues, si on peut dire. Voilà. Un complément sur ces enjeux de collaboration, vous avez en plus cet outil Delve qui vous informe que vos collaborateurs ont accéder à certains fichiers. Le nom du fichier vous fait conclure assez vite que le contenu est confidentiel. Donc c'est une publicité sur des fichiers qui ont peut-être été mal protégés, qui ont été partagés largement sur un OneDrive, sur un Teams ou sur SharePoint. Et ainsi, vous avez des accès non autorisés sur des fichiers. Oui. On va dire qu'aujourd'hui, moi, j'utilise un antivirus autre que celui de Microsoft. Il m'est arrivé de retrouver des fichiers qui étaient en alerte après avoir été posés sur OneDrive. Ça pose aussi un autre problème, c'est qu'il y a plein de fonctionnalités intéressantes. Mais en fait, c'est un peu la magie du cloud et de l'externalisation de tout ça. C'est que si on veut avoir des vraies fonctionnalités, ça nous coûte très cher. Parce que ça dépend, tout dépend du niveau de licence que vous avez avec Microsoft aujourd'hui. Mais là, on entre déjà dans les mesures de sécurité. Tout à fait. L'objet de notre première étape, c'était de décrire les risques tels que vous les avez quand vous avez un environnement Office 365 de base. Voilà, on est resté ouvert sur du E1 standard. Après, on peut effectivement... Mais c'est une vraie question. Nous allons continuer avec la bureautique. Donc là, c'est la dernière partie sur la bureautique. En fait, il y a des problèmes qui sont liés aux modules actifs que l'on peut mettre dans des fichiers Word, des choses classiques qui sont encore une fois amplifiées parce que disponibles largement via Office 365. Et après, il y a les sujets de maîtrise des mises à jour des logiciels. Derrière, entre-temps, on a aussi travaillé sur les problématiques des fonctions avancées qu'offrent maintenant ces outils, notamment pour... Microsoft appelle ça les expériences utilisateurs avancées. C'est par exemple la capacité de traduire un document Word en un clic, de transformer un tableau Excel en une jolie cartographie parce que vous avez des lignes ou des colonnes où il y a des noms de pays dedans, des choses comme ça. Il faut juste avoir conscience que ces fonctions-là, elles sont super. Maintenant, ça veut dire que les données, elles partent dans le cloud de Microsoft pour être exploitées et utilisées, en tout cas, par les moteurs d'intelligence artificielle de Microsoft. Alors, quand c'est pour le club de pétanque, il n'y a pas de problème. Quand c'est des données stratégiques de l'entreprise, qu'on veut présenter à un COMEX et utiliser ces fonctions avancées, là, il y a un problème. Surtout que dès qu'on ouvre l'application Office, que ce soit Word ou PowerPoint, sur son poste de travail, ces Connected Services vous envoient automatiquement les données dans le cloud de manière totalement transparente pour l'utilisateur. Voilà. Donc ça c'est des sujets avec lesquels on échange dans le cadre du groupe de travail avec Microsoft. Et du coup, ça nous permet aussi de leur remonter des bonnes idées d'amélioration de la capacité de paramétrage de ces fonctions-là. Puisqu'aujourd'hui, en tout cas dans l'état actuel de ce qu'on a regardé, il y a des fois, c'est soit vous ouvrez tout, soit vous ouvrez rien, mais l'entre-deux est compliqué. Voilà. Donc, ce travail-là qu'on vous a présenté, c'est encore un travail intermédiaire. Hein. C'est la première version de notre poster qui identifie un certain nombre de risques. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est en train de rédiger le document qui va bien évidemment rentrer dans le détail de chacun des risques, puis après, derrière, travailler sur les solutions, parce que c'est bien beau de présenter des risques, c'est encore mieux de présenter des solutions. Donc, ça va probablement évoluer. Il y aura
probablement d'autres versions de ce poster parce que dans nos discussions, il n'est pas impossible qu'on décide de rajouter ou de supprimer ou de modifier des risques sur cette carte-là. C'est vraiment un premier travail qu'on avait à cœur de vous présenter là aujourd'hui lors des assises pour promouvoir notre travail et vous inviter bien évidemment à nous rejoindre pour travailler avec nous. La cartographie, c'est une présentation synthétique. Comme habituellement avec les publications du CLUSIF, nous allons sortir une publication qui sera plus du domaine du livre blanc, qui reviendra sur chacun de ces risques et en fera la description de manière détaillée. Ça, c'est pour la première phase du groupe de travail, l'analyse de risque. Dans une deuxième étape, nous reviendrons sur chacun des risques et nous proposerons des mesures de sécurité. Ça pourra faire l'objet à la fois d'une présentation synthétique telle que la cartographie que vous avez en face de vous aujourd'hui et un document plus détaillé qui décrira ces différentes mesures de sécurité possibles. Et bien sûr, le groupe de travail a réalisé cette première partie. Nous serions heureux d'avoir encore plus de monde autour de la table pour partager des bonnes pratiques ou nous aider à identifier des risques, sachant que cet environnement Office 365 est très riche. Il y avait encore une autre catégorie, je crois, sur les appareils. Jean-Marc, j'ai juste une question. Oui. Microsoft réagit comment par rapport à vos propositions? Est-ce que c'est positif ou est-ce qu'ils ne prennent pas de position? Alors, En fait, Microsoft est partie prenante du groupe de travail. ils sont modérateurs aussi. C'est-à-dire que des fois, si on s'emballe, Ils disent no way. non, c'est pas qu'ils vont dire no way, mais ils vont nous expliquer. Enfin, voilà, ils vont modérer nos propos. Ils ont raison. Des Hein. fois, on ne comprend pas non plus. Mais des fois, encore une fois, il y a des fonctionnalités qui sont pas forcément simples à appréhender. Et je vous parlais tout de suite là des fonctions d'expérience utilisateur avancée. Quand il y a beaucoup de docs sur le site de Microsoft, hein, comme d'habitude avec ce genre d'éditeur. Par contre, c'est compliqué à comprendre. Hein. C'est très riche et donc très compliqué à comprendre. Donc c'est mieux. Deuxième question par rapport à ça. Est-ce que quand ils font une fonctionnalité, ils font une analyse de risque ou pas? Là, en fait, on était dans une situation où on ne voulait parler que des risques. Microsoft, dans leur approche de l'analyse des risques, déjà voulait confirmer ou non les risques que nous identifions. Et il y a un premier réflexe aussi, c'est de proposer des mesures de sécurité. Et là, nous étions très vite à leur dire non, on n'est pas au niveau des mesures de sécurité. On veut déjà voir ce que l'on a comme risque lorsqu'on prend un environnement Office 365 de base, qui est peut-être ce que l'organisation va nous imposer parce qu'on y va avec un budget restreint. Oui, je l'entends, mais c'est pas ça. C'est quand ils inventent une nouvelle fonctionnalité, parce qu'ils en inventent 2 par mois, est-ce qu'eux, ils font déjà une première analyse de risque En fait, on a identifié ce risque-là dans le RA11, tout à l'heure, qui avait été présenté par Henri, qui s'appelait la non-maîtrise des montées des versions des services, enfin des fonctions des versions des services. Clairement, ça va nous permettre de plus approfondir la question. Tu vois, on ne peut pas te répondre de manière catégorique aujourd'hui, c'est clair. Là, c'est le premier recensement des risques. Mais ça y est, on va pouvoir poser la question maintenant. C'est pour ça que si vous avez encore des remarques qui vont en ce sens, on est tout à fait preneur de rajouter des risques, parce que ça a pour effet vertueux de se poser les questions, peut-être des questions qui ne s'étaient pas posées justement. Il y a déjà aussi un élément que je voudrais juste rajouter sur, vous ne nous avez pas posé la question, mais je vais le faire. L'équivalent de l'ANSSI suédoise a sorti il y a maintenant, on a 3 on va dire 3 semaines, allez. On va dire 3 semaines, a sorti un document aussi sur la sécurisation d'Office 365. Si vous allez, donc nous, ça nous a intéressé, on a commencé à faire aussi l'étude en parallèle de ce qu'il y avait. En fait, on s'aperçoit très vite que c'est un document très opérationnel, très opérationnel, pas du tout orienté risque et puis, je dirais, mesures en face, etc. Mais c'est plutôt un guide de configuration basique de première approche d'Office 365. Pardon ? Et qui vise le phishing, exactement. Donc là, nous, on a vraiment envie d'aller plus loin, mais on sait déjà que le fait qu'il y ait une entité étatique comme ça, comme la Suède, qui se soit posé ces questions, ça a fait déjà bouger certaines lignes, on va dire. Voilà, donc c'est aussi notre ambition derrière. Alors, moi, j'ai une question. J'ai fait il y a quelques années pour le compte d'Air Liquide, à l'époque, une analyse de risque Google Apps.
Ouais. et je retrouve les mêmes choses. La même chose, ouais. Oui, pardon. Je retrouve exactement les mêmes risques qu'une analyse Google Apps. Tout ce qui est Google Apps Scripting, etc. On le retrouve avec le flow, etc. Et du coup, je me demandais dans quelle mesure vous ne vouliez pas mutualiser cette analyse de risque pour les deux, fondamentalement, parce que c'est les mêmes choses, ou quasiment, on se pose les mêmes questions, et éventuellement détailler Google Apps, Office 365, parce qu'il y a beaucoup de choses à mutualiser là. Alors, il y a beaucoup de choses à mutualiser, mais on le verra, et sans faire trop de teasing, mais vous l'avez compris, c'est qu'un des points clés quand même d'Office 365, ça va être quand même la gestion des identités. L'approche de gestion d'identité qu'il y a entre GCP, enfin Google Cloud Platform, enfin toute leur partie GCP et tous les services qu'ils offrent, aussi de type Chiboulette, fédération d'identité, etc., est complètement sur une approche différente de celle de Microsoft, que celle de Google est beaucoup plus ouverte. Donc ce qu'on souhaiterait d'abord nous, c'est se focuser sur Office 365, parce que au jour d'aujourd'hui, ça va sans doute changer, mais au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a plus de gens sur Office 365 que sur Google. Enfin, ça va changer peut-être, j'en sais rien. Je ne suis pas trop sur le débat, mais on sait que si on prend la partie française, sur le CAC 40, etc., on est beaucoup plus là-dessus. Oui, si on regarde les échanges qu'on a eus au sein de l'espace RSSI, on a vu un engouement fort pour la sécurisation d'Office 365, et c'est ce qui a motivé le CLUSIF à lancer ce groupe de travail. En réaction, d'ailleurs, très vite, des membres du CLUSIF qui utilisent les solutions Google Apps nous ont demandé de créer le même groupe de travail. Ça viendra peut-être un jour. Mais aujourd'hui, on se focalise sur Office 365, sachant qu'au niveau de l'analyse de risque, il y a effectivement des équivalences avec l'environnement Google. Lorsqu'on va passer aux mesures de sécurité, là, on va être en plein dans l'environnement Microsoft, et on va notamment demander à Microsoft de nous éclairer sur tout ce qui est gestion de licence, par exemple, puisque c'est assez opaque et ça change très fréquemment. Je vais peut-être aller très rapidement sur la partie risques liés aux appareils. Accessible, Office 365 accessible de partout, par des appareils de l'entreprise, mais peut-être aussi par des appareils non maîtrisés. Et ici, on a un risque de fuite de données, puisqu'à tout moment, depuis mon appareil non maîtrisé, je peux accéder à Teams, je peux accéder à la messagerie, je peux accéder à SharePoint. Et on a le même constat lorsqu'on est au niveau d'un appareil volé ou perdu. Là, peut-être qu'on a des credentials qui sont conservés sur le poste de travail, et ça va donner la possibilité d'accéder à l'environnement Office 365. Dernier point, ça avait déjà été évoqué lorsqu'on parle de diffusion de malware. Un poste de travail compromis peut répandre une infection au niveau de l'univers Office 365. On a peut-être encore le temps pour une ou deux questions, parce que là, je pense qu'on est à la fin de la cartographie. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Merci, bonjour et merci pour ce travail, c'est vraiment très intéressant. Je voulais simplement savoir quand est-ce que vous envisagez la suite, c'est-à-dire les documents sur mesure de sécurité, le livre blanc dont vous nous avez parlé. C'est une question pour le responsable du groupe de travail. Notre ambition était de livrer quelque chose pour le début de l'année prochaine. Et ce quelque chose, ce serait ? C'est au moins une première version du livre blanc, avec peut-être une deuxième version du poster s'il y a nécessité d'amender ce poster. Une dernière question ? D'où l'appel aux bonnes âmes pour venir aux aider. Exactement. Le document est dans l'état embryonnaire. Il faut l'écrire. Très bien. Bienvenue. Bon, apparemment, il n'y a pas d'autres questions. Oui, donc vous pouvez nous rejoindre pour travailler sur Office 365. Le CLUSIF a d'autres groupes de travail sur d'autres thématiques telles que l'Internet des objets, le RGPD, la sécurité des SI industriels. Donc en fait, il y en a pour tous les goûts. Pour terminer cette table ronde, une invitation à nous rejoindre pour d'autres événements. Nous avons un partenariat avec l'AFNOR, avec cet événement qui aura lieu le 15 octobre, présent et futur de l'évaluation de la cybersécurité. Notre prochaine conférence à Paris, 17 octobre, une conférence autour de la directive Nice, quel enjeu et quelle synergie.
où d'ailleurs vous retrouverez Gérard Lemarie comme un des intervenants de cette conférence. En décembre, nous lançons un nouveau format, le panorama légal, dans l'esprit du panorama de la cybercriminalité pour lequel nous fêtons le 20e anniversaire en janvier. Le panorama légal va revenir sur toutes les évolutions législatives sur l'année 2019 et comment ça a été mis en œuvre dans les organisations. Donc 12 décembre et 21 janvier, un événement exceptionnel puisque ce sera les 20 ans du panorama de la cybercriminalité. Donc une présentation de tous les incidents de cybercriminalité de 2019 pour vous donner les tendances et donc alimenter vos analyses de risque avec un catalogue de menaces. Voilà. Je vous remercie pour votre participation nombreuse.